Bonjour soir, c'est Edoui Plénaire de Ventre Presse, chaîne YouTube, et de la Nouvelle Radio Sleep, nrslip.info, blog d'actualité, poitevine, régional, national, international, intergalactique. Et donc, dans la suite de nos vidéos, on avait fait une vidéo sur des boulangeries, et on s'est dit, tiens, on va faire une série de vidéos sur le pain, parce que le pain, c'est un gros sujet politique, et là, on va décortiquer un petit sujet intéressant. J'avais déjà eu l'idée de faire ce sujet, mais comment dire, c'est un article. On va décortiquer deux trois articles. C'est un article qui m'a rappelé à l'existence de ce groupe. On va décortiquer le groupe Feuillette. On va dire une première chose. Donc déjà, on fait pas de pub. Même on fait de la contre-pub d'une certaine manière. Puisque on va critiquer le modèle économique que peut être, disons, un groupe qui centralise 60 boulangeries, quoi. Et qui grossit de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se dire que c'est un groupe qui a 20 ans, et qui à 20 ans c'était juste des petites boulangeries, et c'était juste une petite boulangerie. Puis ensuite, c'est un gars qui a fait toutes les boulangeries, les grosses boulangeries d'une seule ville, en l'occurrence Blois dans le Loir-et-Cher, et qui après ça a grandi dans d'autres villes, et puis après a développé un réseau qui s'est développé sous la forme d'une franchise, et qui grossit de plus en plus, la franchise permettant justement de développer beaucoup de points de vente sans forcément gérer directement les points de vente, mais en ayant des entrepreneurs qu'on appelle des franchisés qui vont, on va dire, acheter un droit de marque à un franchiseur, à une entreprise qui a un concept, et ensuite le développer localement, mais sans forcément que le franchiseur en question il gère toute l'intendance quotidienne du commerce. Il gère juste, on va dire, il fournit entre guillemets un savoir-faire avec une marque, quelques produits. Il y a aussi des fois des notions de groupement d'achat et tout ça, et après ça se développe un peu partout. Donc là, du coup, ce groupe Feuillette se développe à vitesse grand V, à tel point que c'est devenu le quatrième groupe en termes de boulangerie-pâtisserie, avec après Ange ou Marie Blachère ou des boîtes comme ça. Et donc là l'actualité qui m'a mis la puce à l'oreille, il sort un bouquin de recettes. Donc le bouquin s'appelle La main à la pâte. Là, on voit la couverture du bouquin avec le monsieur là, qui sourit. Et alors, rassurez-vous, il n'y a vraiment rien de personnel, mais et c'est peut-être un monsieur très sympathique, hein, ça je n'en sais rien. Mais la question n'est pas là. Voilà, on va vraiment analyser ça froidement d'un point de vue économique, et aussi comprendre, bon, est-ce qu'on doit accepter que finalement que la boulangerie soit centralisée dans des grandes boîtes, quoi, au détriment, disons, de boulangeries de quartier, indépendantes, et à petite taille, à taille familiale, on va dire. Donc, ce qui est frappant, donc la main à la pâte, quand tu diriges un groupe de 60 boulangeries, même si c'est une franchise, à un moment, avec 60 points de vente, t'as peut-être plus tellement le temps d'être la main à la pâte, et t'es peut-être plus en tant que dirigeant d'un groupe comme ça, parce que c'est pas une SCOP, hein, c'est pas une coopérative, c'est pas un soviet, hein, le Feuillette, ça c'est clair et net. Donc quand tu diriges un groupe comme ça, tu t'as peut-être pas trop le temps d'être au fourneau, et t'es plus à faire des rendez-vous d'affaires, signer des papiers, être au bureau, aller voir des fournisseurs, donc faire quelque chose plus des relations commerciales, des choses que faire de la production. Voilà. Donc ça c'est clair. Euh, donc là, la main à la pâte, donc c'est un peu trompeur sur ce point de vue-là. Même la photo, de toute façon, pour moi, un boulanger, c'est quelqu'un qui a des vêtements pleins de farine. Donc là, en l'occurrence, à moins qu'il ait passé ses vêtements à la soufflette, là, en l'occurrence, il n'est pas tellement la main à la pâte. Donc l'illustration, je trouve que bon, là, à la limite, il pourrait être vendeur, mais à ce moment-là, tu n'appelles pas ça la main à la pâte quand tu es vendeur, tu appelles ça au contact du peuple, à la limite. Je sais pas. Mais bon, non, mais là, je m'égare. C'est pas ça le plus important. Ce qui est intéressant aussi sur cette truc-là, c'est le côté de l'entrepreneur qui est mis en valeur, qui est glorifié d'une certaine manière. Le côté entrepreneur héros, et donc quelqu'un qui représente quand même un intérêt économique, qui fait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, c'est ce qui est marqué dans un article qu'on va vous présenter. 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'il doit représenter à peu près, je dirais un ordre de grandeur, 1000, peut-être un peu plus de 1000 salariés, quoi. 1000, donc c'est pas négligeable d'un point de vue économique. Il y a ce côté que maintenant, voilà, on glorifie les gens comme ça. Je ne vais pas lui jeter la pierre, c'est pas forcément un côté moral, hein, j'ai pas un côté accusateur face à ça. Alors que, bon, un capitaliste, quand au 19e siècle, voilà, non, ça c'est quelqu'un d'autre, par exemple, qu'on glorifie, c'est le patron des gens qui soignent leur image, Richard Branson, le patron de Virgin.
Alors lui qui est quand même à une autre échelle, parce que lui, il est milliardaire et tout ça. Mais il y a ce côté maintenant qu'on glorifie quand même les capitalistes, les patrons, alors que, genre au 19e siècle, un patron, au début du 20e siècle, c'était ça. Ça, c'est un industriel, quoi. Un mec qui est le cul sur son fauteuil, qui emmerde tout le monde quand il fume des cigares, et puis qui s'en fout de soigner son image, quoi. Il est coiffé, on pense qu'on veut de sa coiffure, il met pas du gel, quoi. Il s'en fout, il est là pour exploiter les gens, il veut faire du fric, et il est pas là pour dorer son image, ni compris, il s'en fout de dorer son image auprès de la société, ni même de la glorifier auprès de ses employés. Ce qui n'est pas le cas des entrepreneurs d'aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est le premier aspect. Donc, autre aspect, disons, non, c'est pas le premier aspect, c'est le deuxième aspect, c'est qu'on avait déjà vu le côté que, on avait déjà vu qu'avant, il n'y a pas forcément la main à la pâte. Alors, donc je passe sur cet article, je ne vais pas m'étendre davantage. D'ailleurs, c'est étonnant parce que ça fait un peu publi-reportage, alors que c'est pas marqué publi-reportage, donc de la part de la Nouvelle République, qui est la Nouvelle République qui en fait usurpe notre titre, parce que c'est nous qui avons fait NR Slip en premier. Non, mais c'est pas marqué publi-reportage, et pourtant ça laisse vraiment un côté promotionnel sur ce bouquin, quoi. Bref, passons. Autre article que je vous conseille, c'est un blog qui s'appelle Le Pain Risien, pain comme du pain, et Risien avec parisien, c'est un jeu de mots. C'est un jeune qui est peut-être, alors à l'époque il avait la vingtaine, maintenant il est peut-être plutôt dans la trentaine, qui fait un titre très intéressant. Il fait le tour de boulangerie, etc. Alors c'est pas un marxiste, machin, etc. Hein, mais non, mais c'est intéressant parce qu'il y a une critique, disons aussi de l'uniformisation, notamment de certaines pratiques en boulangerie. Et là, il décortique Feuillette. Alors Feuillette, oui, rappelons Feuillette, donc un groupe qui est en plein essor. Et l'historique de ça, c'est à la base, c'était une boulangerie de quartier à Blois. Et ils ont été assez malins, ils ont vendu des macarons. Les macarons, ça s'est bien vendu, ça a eu un certain succès. Ils ont pu grossir et construire une autre boulangerie sur un autre modèle. Et ça, c'est la boulangerie modèle telle qu'elle se développe maintenant. C'est-à-dire une grosse boulangerie, même très grosse boulangerie, avec un salon de thé avec 50 places, des tables à l'extérieur, un gros parking pour venir en voiture, parce que ça, tu construis pas ça dans le centre-ville de Poitiers, avec ses centres-villes pas gallo-romains, pardon, j'allais dire centre-ville gothique, l'art gothique, non mais j'ai une bêtise, enfin centre-ville avec l'art roman, enfin des rues moyenâgeuses, tu fais pas ça dans des rues moyenâgeuses, ça c'est clair. Donc c'est forcément en périphérie, dans des zones commerciales, donc tu vas en bagnole, c'est un modèle, quoi. Déjà ça te pose un modèle de société en faisant ça, et donc ils ont construit 1, 2, 3 boulangeries comme ça à Blois. Donc après ils se sont dit, bon écoute, ça nous fait chier la boulangerie de quartier, on arrête, on fait que des boulangeries comme ça. Ils en ont fait quelques autres dans le département ou le département voisin. Et puis après ils se sont dit, bah écoute, on va faire plus grand, on va voir plus grand, donc on va lancer une franchise, histoire de se développer plus rapidement partout en France, quoi. Et donc ça marche, puisque ils sont à 60 boulangeries, et ils visent les 100 boulangeries. Alors le modèle, on se dit, pour grossir aussi vite, il y a bien un moment où ils vont devoir, est-ce qu'ils peuvent rester sur de l'artisanal en grossissant aussi vite ? Peut-être pas, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Parce que ce qu'il faut savoir, quand tu mets boulangerie sur une enseigne, boulangerie, ça veut dire que tu es obligé de pétrir et de cuire du pain sur place. Donc là-dessus, ils n'ont pas le droit de tricher à la limite. Ils peuvent tricher en faisant les choses très rapidement. C'est ce qu'on voit cet article. C'est-à-dire qu'en gros, là sur la baguette, ils ne font qu'un seul trait. C'est-à-dire qu'ils ne font pas 3, 4 traits. Donc c'est-à-dire dans le façonnage de la baguette, ils essaient de gagner du temps à ce niveau-là. Donc peut-être pour faire plus de baguettes. Mais ça reste quand même une baguette artisanale, qui est peut-être pas la meilleure, mais bon, ça reste acceptable. Donc boulangerie, tu peux pas tricher. Par contre, pâtisserie et même viennoiserie, là tu peux tricher, c'est pas réglementé. C'est-à-dire que c'est moins réglementé que boulangerie. Boulangerie, vraiment, t'as pas le droit. C'est-à-dire que si tu as la répression des fraudes qui voit que en fait, tu cuis du pain qui n'a pas été pétri sur place, ils t'enlèvent l'enseigne boulangerie, hein, ça c'est clair. Alors que pâtisserie, tu peux avoir du surgelé, ou même tu peux revendre des trucs qui ont été fabriqués ailleurs, ça, il n'y a pas de problème. Et donc c'est peut-être là où Feuillette, justement, ils optimisent pour pouvoir grossir comme ça. On va le voir dans d'autres articles qui prouvent ça. Là, il n'y a pas de procès en diffamation possible. C'est documenté sur des choses publiques. Voilà. Feuillette aussi, peut-être ils trichent un petit peu sur le fait qu'ils font comme ils font un peu salon de thé, ils font de la restauration rapide, donc ils ouvrent tous les jours, 7 jours sur 7. Ce qui, normalement, pour une boulangerie, est interdit.
les boulangeries, normalement, doivent, même s'il y a des pressions pour faire sauter ça, elles doivent fermer au moins un jour par semaine pour que ça permette à un modèle artisanal, justement, à des petites boulangeries de tenir le coup, théoriquement, parce que, et de se reposer, quoi, disons, de pas... voilà. Parce que quand tu as une petite équipe, tu peux pas ouvrir 7 jours sur 7 parce que sans faire bosser les gens 7 jours sur 7, quoi. Donc voilà, mais ça pareil, là, il gruge un peu là-dessus. Bon, après, à leur décharge, c'est pas les seuls, mais en tout cas, il gruge là-dessus. Alors, on va voir justement, on va décortiquer plus dans le détail un article alors je précise, voilà, Boulangerie Feuillette, on a une petite carte là qui donne tous les points de vente. Globalement, vous voyez que ça va de Toulouse à l'Alsace, en passant par le Nord et en passant par la Bretagne. Donc vraiment, il y en a un peu partout maintenant. Même si au départ, c'est pas si loin de chez nous, puisque c'est à Blois, Loir-et-Cher. Alors voilà, ça c'est un article qui date d'il y a 2 ans que j'ai eu par ricochet, mais après on a d'autres articles plus récents. Mais déjà il y a 2 ans, ils avaient leur objectif de 100 boulangeries, ils n'y sont pas encore, mais ils s'en rapprochent. Donc voilà, ils parlent avec la construction d'un nouveau laboratoire. Alors ça c'est intéressant. Parce que pour moi, une boulangerie, c'est tout, tu fais tout sur place. Éventuellement, tu revends des trucs, tu revends des bonbons, tu vends certaines boulangeries en campagne, elles vendent des bouteilles de gaz, par exemple, des choses comme ça. Mais bon, ça c'est pour rendre service, et certaines peuvent faire des fois bureau de poste, enfin pas bureau de poste, mais des points relais pour la poste, par exemple. Donc là, c'est tout de même. Alors, donc ils disent qu'ils ouvrent des boulangeries à Colmar, à Pithiviers, à Saintes, à Vierzon, etc. Ils veulent pas réduire la cadence. C'est même le contraire, puisqu'ils s'apprêtent à appuyer un grand coup sur la pédale d'accélérateur avec la construction, donc à la chaussée Saint-Victor, donc 41, d'un laboratoire central de 5000 m², à côté du siège social de la franchise, en gros. Donc nous allons pouvoir augmenter considérablement notre surface de production. Donc, alors, actuellement, situé en Vienne, donc dans notre département, le laboratoire actuel tourne quasiment en continu. Et il arrive à saturation. Ça ne permettait plus d'accompagner la forte croissance du groupe. Donc, le nouveau opérationnel en février 2022. Donc, qu'est-ce qu'ils produisent dans ce laboratoire ? On parle d'une chaîne qui, normalement, c'est une chaîne de boulangerie. Ils se revendiquent quand même. Ils se revendiquent quand même de dire on fait de la qualité. C'est une chaîne, mais pas comme les autres. On fait quand même de la qualité. Voilà quoi, genre que on veut faire plein de fric, mais on se donne bonne conscience quand même en faisant de la qualité. C'est là où quand même on se dit que là ils sont peut-être tentés de rogner sur ce qu'ils font quoi. Donc cela donne des produits. Alors que nous dit pourquoi ils justifient ce laboratoire. L'avantage que procure la production centralisée des macarons, fond de tarte ou préparation pâtissière. Donc là, on voit qu'est-ce qui, du coup, n'est pas fait maison. Alors on peut se dire, bon, d'accord, est-ce que les macarons... C'est vrai que les macarons, j'avais vu une vidéo qui dit que les macarons, c'est un truc qui ne va pas se consommer une fois que tu as produit ton macaron. Il faut le laisser, entre guillemets, maturer pendant 2-3 jours. Donc c'est vrai que là, pour le coup, si tu fais ça, c'est vrai que tu peux te dire, bon, tu fais tous les macarons au même endroit et après tu les revends un peu partout. C'est pas ça qui va nuire à leur qualité. Mais bon, quand même, qu'est-ce que ça veut dire quand on voit que les boulangeries vont de Colmar à Toulouse, ça veut dire quoi de faire des macarons à Blois ou à Poitiers qui vont être revendus avec le problème de transport, chaîne du froid, etc. Donc c'est quand même... Bon, est-ce que c'est un modèle à encourager ? Première chose. Pareil, les fonds de tarte, est-ce que c'est compliqué de faire une pâte brisée ? Une pâte brisée, ça demande du boulot, mais genre, t'as pas besoin forcément de centraliser ça, genre d'un point de vue... là, on parle pas du beurre. Pour moi, une boulangerie, c'est un truc qui reçoit de la farine, du beurre, du sucre, et qui transforme tout sur place, quoi. De la crème, etc. Éventuellement, tu peux t'amuser pourquoi pas, je suis pas contre l'idée qu'ils mettent des framboises congelées, mais d'accord, mais à un moment, c'est la pâte, le fond de tarte, c'est quand même la base d'un travail, en tout cas de pâtisserie, pardon, là parce qu'on parle pas de boulangerie, mais de pâtisserie. Une pâte brisée, c'est quand même le b.a.-ba, quoi. Alors qu'ils centralisent ça, tu te dis, du coup, non, c'est plus d'artisanat. Pourquoi ? Comme je l'ai dit, ils trichent sur... ils trichent, ils parlent du fait que comme pâtissier, c'est pas réglementé, ils peuvent se permettre ça. Donc 10 ouvertures par an, 17 franchisés, 19 succursales, donc 100 boulangeries dans 6 ans. Voilà. Alors là, c'est un autre passage intéressant. Si on parle de la concurrence féroce qui sévit sur le secteur de la boulangerie, donc le fondateur Jean-François Feuillette la relativise.
Oui, il y a une offre pléthorique, mais nous ne sommes pas sur une zone énorme. Ceux qui font bien leur boulot, il n'y a pas de raison qu'ils ne tiennent pas le coup. Je ne me serais jamais installé à côté d'un vrai boulanger. Bon, bah là, on a compris. Là, il a tout dit. Il a dit qu'en fait, lui, c'est pas un vrai boulanger. Il n'y a rien de mieux que d'acheter son sandwich chez quelqu'un qui se lève à 3 heures du matin. Donc pareil, il se lève pas à 3 heures du matin. Donc voilà. Donc c'est même, il se lève pas à 3 heures du matin, contrairement à certains de ses employés qui sont des boulangers. Donc avec un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros, ça je l'ai déjà dit, il est derrière Marie Blachère, Ange et le groupe nordiste Louise. Euh, donc voilà, donc bon, premier article. Donc après on a d'autres précisions qui arrivent là-dessus. Donc ça c'est dans Snacking. 14 octobre 2022, 5000 m² d'atelier de production pour Feuillette qui vise 100 boutiques. Donc là on a compris, hein, pas besoin de le répéter. Non mais quand même. Donc évidemment le pain est fabriqué sur place dans chaque boulangerie, comme près de 85% des produits qui sont par des équipes de boulangers pâtissiers présents dans chaque boutique, rappelle le PDG. On parle ici, donc là, pour l'atelier qui fait fabriqué au labo, de 15% donc forcément, 100% moins 85, ça fait 15% des 120 références présentes dans chaque boutique, comme les macarons. Donc ça, ce sera centralisé. Une partie de la viennoiserie, la tarterie, la pâte à choux ou encore quelques entremets encore fabriqués sur le site. Donc vous voyez, c'est que là, ils assument qu'ils transféreront plus de trucs au labo. Donc la viennoiserie, alors là, la viennoiserie, c'est énorme, parce que la viennoiserie, quand même, le croissant, c'est de la viennoiserie. Donc si tous les trucs, ils vont être quoi? Ça va être du surgelé, ou même si c'est pas du surgelé, ça va être du frais transporté tous les jours avec des camions pour aller dans des... Parce que là, c'est vrai que la viennoiserie, là, c'est pas obligatoirement réglementairement maison. Mais par contre, il y a une démarche volontaire. Là, je vous montre un truc, ça s'appelle ici viennoiserie 100% maison. Bah, c'est un truc, c'est marrant, c'est drôle. Hein. La charte viennoiserie maison, initiée en Loire-et-Cher en 2012, avant d'être lancée régionalement, puis de se répandre un petit peu. Bah, ce truc-là, c'est marrant, il a été lancé au même endroit que Feuillette. Non, mais je n'ai pas forcément fait le lien entre les deux, mais je connais l'ancien boulanger qui a fait qui a lancé ce label, et je sais pas s'il avait, je sais plus, je saurais pas dire avec certitude si ça a été fait en même temps que Feuillette se développait, hein, et donc en gros, où c'est derrière les gens qui gèrent ce label, ils vont aller vérifier la comptabilité de tous les boulangers pour vérifier qu'il n'y a aucune trace d'achat de produits préfabriqués, genre de croissants pré-congelés à cuire, etc. Donc voilà, donc Feuillette, bah, ils assument qu'ils ils feront pas les croissants maison, quoi, en gros. Donc voilà, ça c'est ça l'avenir, quoi, de la boulangerie. Alors bon, je dirais qu'à la limite, faut pas non plus être intégriste. J'irais sur le fait que bon, le surgelé, etc. Pourquoi pas, mais il y a des boulangers qui surgèlent, qui font du surgelé, mais dans le sens où ils font eux-mêmes leur propre surgelé, pour pouvoir avoir une vitrine avec plusieurs choix. Bon, ils vont faire des pâtisseries, ils vont faire un lot de Saint-Honoré, par exemple, ou non, je ne sais pas si le Saint-Honoré ça se congèle bien, mais après ils en congèlent et après ils revendent les trucs qu'eux-mêmes ont produits. Ça peut arriver, c'est faisable. C'est pas, voilà, je ne suis pas contre à tout prix les surgelés par principe, mais je suis contre l'idée que ça centralise tout. Parce qu'après, ça veut dire quoi aussi une franchise? Même admettons que cette franchise elle passe sous forme de scope, non mais c'est complètement fictif, hein, mais que ce groupe de boulangerie passe sous forme d'une coopérative où tout le monde est payé à égal, etc. Est-ce que c'est quand même un modèle qui est recommandable? Peut-être pas. Enfin, je suis pas. C'est vrai que 70 000 salariés, c'est pas non plus. Il y a des entreprises encore plus grosses, c'est sûr. Mais le problème, c'est que derrière, c'est aussi une uniformisation de ce qu'on fait. La boulangerie de quartier, l'intérêt, c'est aussi que tu aies des spécialités un peu locales. Là, tu vas chez le Feuillette à Poitiers, donc Poitiers, le Poitou, tu trouveras normalement dans une boulangerie artisanale dans le Poitou, tu vas trouver du broyé du Poitou, donc un espèce de sablé breton mais en version poitevine, enfin c'est mieux que le sablé breton, hein. Où tu vas trouver peut-être des fois du tourteau, non peut-être pas du tourteau, mais enfin des spécialités locales, quoi. Tu vas dans le Berry, tu vas trouver la galette berrichonne, c'est-à-dire des galettes de pommes de terre, des choses comme ça, quoi. Dans le Limousin, le pâté de pommes de terre. En Bretagne, tu vas trouver des kouign-amann. Là, tu vas chez Feuillette à Poitiers, tu as la même chose qu'à Blois. Donc c'est pas donc c'est ça l'avenir de la boulangerie. Avec des groupes comme ça, ben franchement, c'est pas voilà, c'est largement critiquable. Euh, que dire d'autre là-dessus? Euh, non, mais voilà, donc
Donc oui, enfin, en fait, c'est ce qui peut être critiqué aussi. Enfin, c'est aussi finalement, si on faisons un parallèle avec les médecins, genre, on est content d'avoir un cabinet de médecins près de chez soi, et là finalement on centralise dans des boulangeries qui sont déjà accessibles souvent qu'en voiture, et au détriment, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, quand tu as trois grosses boulangeries comme ça, t'as pas 10 boulangeries de quartier, quoi. Alors après, bon, faut pas non plus idéaliser tous les boulangeries de quartier, des fois c'est pas forcément toujours très bon, pas toutes. Comme dit Didier Super, il y en a des biens, mais il y en a aussi des pas bien, ça c'est sûr. Mais bon, ça pose un souci. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de boulanger, comme je le disais, était réglementé. Donc, si c'est une profession réglementée, disons, on pourrait se poser la question de pourquoi on laisse faire des franchises de ces métiers-là. D'ailleurs, la franchise, c'est un truc un peu particulier. On pourrait faire une vidéo là-dessus, mais c'est en gros, juridiquement, c'est un savoir-faire en fait que le franchiseur, donc l'entreprise qui détient un concept, doit peut vendre à d'autres entreprises qui vont développer le concept localement, par exemple, un savoir-faire substantiel, secret, qui lui est propre et identifiable. Donc il lui est propre, oui, voilà. Secret identifiable, c'est-à-dire qu'en gros, substantiel, c'est-à-dire que donc assez conséquent en quantité, secret donc que seul lui a et identifiable. Donc le problème de la boulangerie, c'est que normalement, disons, tu dois être inscrit à la chambre des métiers, tu peux pas non plus, tu peux pas t'improviser complètement boulanger sans avoir fait un minimum de formation, un minimum de reconnaissance par tes pairs. Alors, partant de là, faut que t'aies partant de là, disons, à partir du moment où c'est réglementé et que tout le monde peut être boulanger, pardon, que tout le monde peut être boulanger, pardon, que pas tout le monde justement peut être boulanger et que, disons, s'il y a un certain contrôle de l'exercice de la profession, je vois pas pourquoi faudrait, il ne devrait pas y avoir de franchise en fait de ce genre de métier. T'as pas une franchise de médecin, c'est interdit par exemple, parce que médecin, t'es reconnu comme médecin parce que t'as le diplôme, la formation, que t'es reconnu par tes pairs, tu fais partie de l'ordre des médecins. Boulanger, c'est pas exactement pareil, mais c'est pas complètement pas différent non plus. Donc partant de là, il ne devrait pas forcément y avoir une concentration de la profession dans les mains de quelques groupes, quoi. Quand bien même je suis pas forcément hostile par principe à ce qu'il y ait, même dans une société communiste ou disons qu'il y ait disons, des grandes structures, disons, même si c'est géré par les travailleurs eux-mêmes, disons, où certaines productions sont un petit peu centralisées, etc. Mais là, disons, un savoir-faire qui est un métier, on va dire, courant, qui est reconnu, très largement reconnu, qui fait l'objet d'une qualification de diplôme, où il y a même sur les boulangeries, tu immatricules pas n'importe comment une boulangerie non plus. Tu vas pas immatriculer une boulangerie avec une entreprise qui fait des pièces de voitures, quoi, en gros. Donc là-dessus, ça, c'est vrai que ça devrait pas forcément exister, quoi. Mais bon. Donc en tout cas, vous savez où ne pas aller si vous avez le choix. Non, mais c'est un peu exagéré. Peut-être, c'est pas une histoire de où j'ai pointé du doigt, d'aller, voilà. Mais c'est juste, voilà, éclairer un petit peu que malgré l'image peut-être bon, sympa et tout, bon, bah, derrière, voilà la réalité économique de ça. Et comme je vous dis, le pain est un sujet politique et on fera plein d'autres vidéos là-dessus. Peut-être pas sur Feuillette, quoique on aura peut-être des trucs à redire là-dessus, qui sait. Voilà, mais sur d'autres aussi, aussi on va décortiquer comment fonctionnent les machins, tiens, les franchises aussi, on parlera peut-être de ça, on parlera peut-être plein de trucs. Mais cela dit, on peut franchiser, tiens, on va franchiser, on va faire un groupe Ventre-Presse, on va franchiser des Ventre-Presse et des nouvelles radios libres dans d'autres départements, on va vous vendre de concepts et on va se faire plein d'argent et on va arrêter de travailler. Voilà, comme d'autres. Merci, à bientôt.